Élise Hugueny-Léger est senior lecturer à l'Université de St Andrews en Écosse. Elle travaille sur la littérature contemporaine, l'écriture de soi et la création littéraire. Elle vient d'ailleurs de publier un livre qui s'appelle Projection de soi, identité et image en mouvement dans l'autofiction, aux presses universitaires de Lyon. Et cette année, Élise est associée à CYCHI Paris Université dans le cadre d'une bourse, alors je ne sais pas si je vais bien prononcer, l'Everhulme Trust, dans le domaine de la recherche et création. Donc, nous voilà de nouveau plongés dans notre matière, pour ainsi dire. C'est une grande spécialiste d'Annie Ernaux depuis des années. Sa thèse sur Annie Ernaux, elle a publié le livre Annie Ernaux, une poétique de la transgression chez Peter Lang en 2009. Elle a, notamment pour le cahier de Lerne, analysé la réception à l'international de l'œuvre d'Annie Ernaux, mais elle a également beaucoup de communication, beaucoup d'autres articles sur Annie Ernaux. Elle était venue à Cergy en 2014, d'ailleurs, pour un engagement d'écriture. Et on vous invite également à aller voir le site qu'elle a créé, qu'elle co-dirige avec Lynn Thomas, autre grande ernaudienne. C'est un site bilingue et dont l'adresse est annie-ernaux.org, voilà, qui recense, qui est une mine, en fait, quand on s'intéresse à Annie Ernaux, parce qu'il y a, peut-être pas exhaustif, mais enfin, il y a énormément de références bibliographiques. Voilà, pendant que vous êtes en train de recenser tous les discours autour du Nobel, voilà, donc il y a une actualité perpétuelle autour de ce site. Il y a des photographies, il y a des textes inédits d'Annie Ernaux, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à aller chercher. Voilà, sans plus attendre, je vous propose donc d'écouter Élise Hugueny-Léger, donc des manuscrits au texte. On échange. On échange. Bonjour, merci. Merci de l'invitation. Et j'en profite aussi pour remercier en fait l'université CY qui me permet d'être là cette année et l'organisme L'Everhulme effectivement qui finance cette année de recherche. À quelle heure écrivez-vous? À quel endroit? Sur quel support? Avez-vous des rituels d'écriture? À quoi ressemble votre table de travail? Écrivez-vous en vacances? Avez-vous un chat qui entre dans votre bureau? Dans les entretiens avec les auteurs, ce type de questions revient invariablement et ça dit une fascination qui ne se dément pas pour l'atelier de l'écrivain. Ces interrogations ne sont pas complètement anecdotiques, me semble-t-il. Elles touchent aux contraintes matérielles, au rapport au temps et à l'espace, à la vie professionnelle ou familiale. Et au-delà de ces aspects tangibles, le comment de l'écriture, comment écrivez-vous, est plus délicat à aborder. C'est un comment qui s'attache au savoir-faire et aux méthodes des écrivains. Utilisation de brouillons, rapport au premier jet et aux corrections, travail préliminaire d'enquête, partage ou non des travaux en cours. Et plus profondément, comment écrivez-vous, c'est aussi la question des sujets d'écriture qui est en jeu, à savoir comment un motif, une trame vient s'imposer parmi d'autres possibilités. Alors, l'œuvre d'Annie Ernaux est riche en questionnements sur l'écriture. Certes, Annie Ernaux n'évoque jamais ses projets d'écriture en cours, mais elle aborde le processus d'écriture au sein même de ses textes, on vient d'en parler, et lors d'entretiens, notamment l'écriture comme un couteau, mais pas seulement. Elle a publié aussi son journal d'écriture, L'Atelier Noir, qui nous montre que ce processus est fait d'hésitation et de tâtonnement. Et il y a quelques années, elle a confié ses manuscrits à la Bibliothèque nationale. Ils peuvent être consultés donc à Richelieu dans des conditions assez strictes, avec l'autorisation de l'autrice. On n'a pas le droit de les photographier. Et pour l'instant, c'est une ressource qui a fait l'objet de relativement peu de travaux. Donc, on notera ceux de Françoise Simonet-Tenant. Elle a travaillé sur le manuscrit de l'événement, sur celui de l'autre fille, et d'Iringo Cora, qui a travaillé sur les manuscrits dans le cadre de sa thèse, mais à ma connaissance, il n'y a pas vraiment d'autres études. Donc, dans cette communication, je voudrais partager des observations que j'ai pu faire. Alors, c'est vraiment le tout début d'un travail qui, comme tu le disais, a le potentiel d'être très, très longue haleine. Vraiment, on est tout au début. Mais des observations que j'ai pu faire en consultant les manuscrits de 2 livres récents d'Annie Ernaux, L'autre fille, publié en 2011, et Mémoire de fille, publié en 2007.
Alors, l'analyse que je propose n'est pas à proprement parler une lecture génétique de ces deux textes, mais c'est plutôt pensé dans le cadre de la thématique de cette journée et des travaux donc en recherche-création. Donc, il s'agit vraiment d'un point de départ pour essayer d'évaluer dans quelle mesure l'étude des manuscrits peut être mise en regard des autres sources et des autres informations dont on dispose concernant l'atelier d'écriture d'Annie Ernaux, afin d'en cerner le fonctionnement. Donc, j'ai articulé ma communication autour de deux grands axes, et on va déjà retrouver des choses dont tu as parlé, Pierre-Louis. Le premier, c'est le rapport au temps, à la temporalité, et le deuxième, c'est la dimension de recherche. Et ce faisant, je vais aussi essayer de m'interroger sur ce que le processus de création nous dit de l'idée de littérature, pour reprendre le titre d'un ouvrage récent d'Alexandre Dussart. Donc, ce qui est de la temporalité. L'autre fille et Mémoire de fille sont deux textes qui sont assez rapprochés dans le temps au niveau de leur publication. Et ils abordent tous les deux des questions, des épisodes qu'on trouve déjà évoqués de manière plus ou moins explicite dans le reste de l'œuvre. Alors, pour rappel, ces épisodes, ce sont dans L'autre fille, la découverte par Annie Ernaux, alors qu'elle avait 10 ans, que ses parents ont eu une autre fille qui est née et morte avant sa propre naissance. Et dans Mémoire de fille, l'épisode, on va dire, clé, central, déclencheur, c'est le trauma d'une première expérience sexuelle et ses conséquences physiques et psychologiques, donc on couvre la période 18, 20, 21 ans chez Annie Ernaux. Donc, ce sont des questions qui sont évidemment délicates à aborder et qui ont véritablement sédimenté parmi les possibilités d'écriture pendant plusieurs décennies. On le voit dans l'Atelier Noir, pendant... Dans l'Atelier Noir, on voit bien effectivement que le sujet de Mémoire de fille est envisagé. Excusez-moi, Élise, est-ce que vous m'entendez? On a tous perdu le son. Oui, merci beaucoup, Alain, de l'avoir mentionné, c'est bon? Ah, zut. Bon, j'entends plus. Je continue, je poursuis. Je m'étais arrêtée où? Est-ce que tu veux que je reprenne, Alain? Je ne sais pas, on était au début là, je pense que quand vous avez abordé, en fait, Mémoire de fille. Là. D'accord, bon. Les deux textes, en fait, qui se situaient dans la même temporalité. D'accord. Bon, dans ce cas-là, je pense qu'on n'a pas loupé. On n'a pas trop loupé. Je mentionnais juste le fait que le projet L'autre fille, il me semble, remonte à bien plus loin que le moment où Claire Debrue, l'éditrice, a envoyé une invitation à Annie Ernaux, puisque dans les dossiers préliminaires, on retrouve des textes, des avant-textes datant déjà des années 70. Voilà. Et donc, en revanche, Mémoire de fille semble être né de manière plus organique, j'ai envie de dire, répondre à un impératif, un petit peu comme l'événement, je les mettrais dans la même catégorie sur le plan de l'écriture. Cet impératif qui est « je ne dois pas mourir sans avoir raconté ça ». Cette histoire ne doit pas avoir été vécue en vain.
Donc, face à cette durée longue, on a une temporalité qui est beaucoup plus resserrée, qui est celle de l'écriture à proprement parler, et qui a véritablement commencé en 2010, enfin qui a duré, qui s'est tenue pendant 2010 pour l'autre fille, et qui s'étend de 2013 à 2015 environ pour Mémoire de fille. On en a des traces hein, dans l'atelier noir. Donc, dans les manuscrits, dans les dossiers qui sont consultables, cette temporalité de l'écriture se manifeste par différentes couches, différentes pochettes qui contiennent différents éléments. Donc, on a les ébauches et les avant-textes qui contiennent des fragments de texte, des notes, des brouillons. On a des documents supplémentaires qu'on pourrait qualifier de preuves presque. Donc des documents qui n'ont pas été écrits par Annie Ernaux, mais auxquels elle a recours. Alors ça peut être des lettres, des coupures de journaux, des photos. Dans le dossier de l'autre fille, on a une photo de la tombe de sa sœur. Le manuscrit autographe, Annie Ernaux écrit à la main, ce qui est quand même le gros peut-être du dossier. Et ensuite, l'autre version plus élaborée, plus travaillée, qui est le tapuscrit, donc plus aéré aussi, hein, mais avec quand même de nombreuses corrections et annotations à la main. Donc la forme même des manuscrits et leur matérialité témoignent d'un rapport sédimenté au temps, notamment à travers les différentes couches d'écriture. Donc ça se manifeste de manière vraiment visuelle. Annie Ernaux écrivant à la main, au stylo, à l'encre bleue ou noire, et ensuite se relisant, utilise une autre couleur, du rouge ou du vert, pour faire des annotations. Donc ça devient véritablement extrêmement dense. J'ai été vraiment frappée par la densité de ces manuscrits. Et c'est une écriture qui déborde souvent le cadre de la feuille et qui vient même s'insérer au dos des feuilles. Alors, il faut savoir qu'Annie Ernaux écrit toujours sur des feuilles qui sont déjà imprimées au dos. Donc, elle va écrire hein, sur la feuille blanche, mais très souvent, en fait, le manuscrit se poursuit derrière et va même s'insérer dans les interstices de choses qui ont déjà été écrites, ce qui rend en fait assez difficile à déchiffrer. Mais on a véritablement hein, cette dimension palimpseste, là, elle est vraiment, vraiment visible, qui est le signe d'un rapport au temps, dans le sens de temporalité, mais aussi, je dirais, qui est le signe d'un rapport au temps, T-A-N-T, d'un excès, d'un surplus de l'écriture. Et les versions suivantes du manuscrit, au fur et à mesure qu'il s'approche de la publication, ont tendance à aller dans le sens de la coupe, de la concision. Récemment, un journaliste demandait à Annie Ernaux « Mais pourquoi est-ce que vos livres sont si courts ?» Elle a répondu « Mes livres sont courts car je mets longtemps à les écrire. » Je trouvais ça très, très intéressant comme réponse. Donc, j'ai parlé du rapport au temps et je voulais parler un petit peu du présent de l'écriture. Dans l'écriture comme un couteau, interrogée sur son processus d'écriture et sur la critique génétique, Annie Ernaux déclare, je cite, « La critique génétique me semble actuellement celle qui est la plus apte à mettre au jour l'élaboration d'un texte. Ce qu'elle ne peut toutefois mesurer, percevoir même, c'est l'influence du présent, de la vie sur le texte. » Fin de citation. Alors moi, je nuancerais cette affirmation parce qu'il me semble qu'au contraire, du fait de leur nature et de leur matérialité, les manuscrits d'Annie Ernaux témoignent d'un rapport au présent et à la vie quotidienne. Donc comme je le disais, elle n'écrit pas dans des jolis carnets, dans des jolis cahiers. Hein. Elle écrit sur des feuilles volantes qui ont déjà servi. Et parmi les documents utilisés, on a des brouillons de lettres, des jeux d'épreuves de ces textes, des emails, des invitations, du courrier lié à son travail d'écrivain, courrier administratif, des prospectus. C'est extrêmement varié hein, comme gamme de papier qu'elle utilise. Alors, elle a pu dire que c'était une manière de conjurer la peur de la feuille blanche, et elle y voit aussi une tendance héritée de l'enfance à ne rien gâcher, une tendance à réutiliser. Moi, j'y verrais aussi le fait que dans son écriture, le quotidien est toujours là en toile de fond. Et les feuillets qui sont utilisés comme manuscrits, les feuillets qui deviennent manuscrits, nous renseignent sur ce que Duras nommait la vie matérielle. Alors, la majorité des feuillets utilisés pour écrire
l'autre fille, date de 2010. Ce sont des courriers, etc., des factures qui sont. Enfin, il y a souvent une date, donc on peut savoir que c'est véritablement le temps, enfin le moment de la vie vécue. Et là, on voit vraiment cette superposition entre vie vécue et écriture, hein, entre d'un côté la temporalité extrêmement banale de la vie quotidienne et de l'autre une autre temporalité, là et là je rejoins une des citations que tu as mentionnées, hein, une autre temporalité qui cherche à remonter le cours du temps, qui est la temporalité de l'anamnèse. Et donc là, c'est une manière de rejoindre ce qu'Annie Ernaux dit admirer chez Virginia Woolf. Alors, c'est dans l'entretien entre Pierre-Louis Faure et Annie Ernaux, qui est donc à la fin du cahier de Lerne, où Annie Ernaux dit que, travaillant sur Virginia Woolf, j'avais lu qu'elle conciliait écriture et confection du pudding, et qu'il était possible d'intégrer l'écriture dans la banalité de la vie. Et la dimension matérielle des manuscrits, je ne vais pas parler que la dimension matérielle, mais elle me semble importante, cette phase B ne me semble pas anecdotique, bien au contraire, parce qu'il y a dans ces feuillets un aspect non hiérarchisé des sources utilisées, des types de papier utilisés, une pluralité de voix, de discours, de citations, qui est finalement représentative de l'intertextualité hétéroclite que l'on retrouve dans le reste de l'œuvre, et notamment dans la liste de paroles, de citations qui ouvre les années. Alors, on sait toute l'importance des sources, des archives chez Annie Ernaux. On connaît aussi son usage de la liste. Et je renvoie ici à l'article très fouillé de Nathalie Froloff qui s'intitule « L'art de la liste » chez Annie Ernaux, dans lequel elle envisage la liste comme véritable, je cite Nathalie Froloff, comme véritable modèle structurel de l'œuvre qui contribue à un refus des hiérarchies. Et Nathalie va même jusqu'à parler d'un sabotage du beau style avec l'utilisation de la liste. Et je me demande dans quelle mesure les feuillets utilisés pour constituer les manuscrits ne contribuent pas à une forme de sabotage de l'idée de littérature et du grand écrivain, puisque nous avons une écrivaine qui semble revendiquer son ancrage dans le quotidien, et qui va utiliser comme brouillon, voilà, hein, la facture du vétérinaire pour les croquettes du chat, les résultats d'une prise de sang. Et vraiment, quand j'étais dans le cadre prestigieux de la BNF et je regardais autour de moi, tout le monde avait de très jolis carnets, vraiment très, très beaux. Je me disais, je suis vraiment la seule à travailler et au dos à avoir la facture des croquettes du chat quand même. Hein. Et là, enfin, voilà, c'est quand même typique Annie Ernaux. Mais ce qui est peut-être encore plus significatif que le fait d'utiliser ces documents qui n'ont apparemment pas de valeur, certainement pas de valeur littéraire, il semblerait, c'est le fait d'utiliser comme brouillon d'autres documents qui, à long terme, pourraient être considérés comme des documents précieux, faisant partie du péritexte de l'œuvre et construisant la figure de l'écrivain. Donc oui, ok, on a la facture des croquettes du chat, mais on a aussi des extraits d'ébauches de textes n'ayant jamais vu le jour. Par exemple, un projet de texte intitulé « L'immigré de l'intérieur », essai. Des projets d'adaptation pour le théâtre, des épreuves corrigées, des correspondances d'ordre professionnel. Et tout ça, ça peut constituer dans ce que laisse un écrivain, il me semble, des documents assez précieux. Et donc, quand on réfléchit à cette idée voilà, de postérité de l'écrivain, ce genre de document peut acquérir une valeur symbolique importante. Donc, on retrouve ici une forme de nivellement des textes, des sources. Et ce qui me semble intéressant, donc, c'est le statut des traces du quotidien selon la fonction et selon la destination qu'on leur attribue. Dans quelle mesure la publication transforme-t-elle la valeur de ces documents ? Dans Regarde les Lumières, mon amour, elle publie réellement sa liste de courses. Et là, elle lui donne une autre fonction, une valeur littéraire. Paradoxalement, donc, en utilisant ces documents comme brouillon, Annie Ernaux leur attribue une pérennité, puisqu'ils font désormais partie d'archives consultables pour les générations à venir. Donc, on a affaire à un double retournement de leur fonction et de leur statut.
Alors, qu'est-ce qui devient archive et comment est-ce que nous, on peut se positionner en tant que chercheur vis-à-vis de ces documents? Le domaine de la recherche n'est pas absent des manuscrits. Et en fait, on voit encore à nouveau dans cette phase B un dialogue, un véritable dialogue avec la critique qui apparaît. Les feuillets utilisés contiennent notamment des extraits d'articles critiques, donc que manifestement des universitaires lui ont envoyés et qu'elle a lu attentivement. Et ça, on le voit parce qu'elle les a annotés, elle a souligné, elle a fait des remarques. Donc, elle les a lus de manière très, très attentive et notamment le manuscrit de l'autre fille est constitué de plusieurs articles universitaires où il est question du rapport avec la photo. Je trouve ça très intéressant, en fait, là vraiment d'avoir la preuve, la trace tangible qu'au moment de l'écriture de ce texte, elle lisait aussi, elle était nourrie d'articles universitaires portant sur la photographie. Donc, on voit véritablement un dialogue qui se noue avec la recherche et une des manières dont la recherche nourrit l'œuvre. Donc, ça m'amène à envisager de plus près la question donc, du travail d'enquête, d'archives, tel qu'il se déploie dans les manuscrits et dans le passage des manuscrits au texte. Ça va, je suis à peu près à mi-chemin. Dis-moi que oui. Oui. Les brouillons et les manuscrits, donc, sont par essence le lieu où se déploie le travail de recherche, d'enquête, à travers un travail préparatoire, puis dans le travail sur le manuscrit proprement dit. Donc, la critique génétique nomme exogénèse le recours à des documents. Je cite Pierre-Marc de Biasy dans son article de l'intertextualité à l'exogénèse qui explique que l'exogenèse désigne tout procès d'écriture consacré à un travail de recherche, de sélection et d'intégration qui porte sur des informations ou des éléments émanant d'une source extérieure à l'écriture. Donc, là, je vais juste me concentrer sur mémoire de fille et dis-moi quand il me reste 2 minutes. Il te reste 2 minutes. Ah ouais, d'accord, ok, donc il me reste... Faut pas dire ça. Non, 10, pas 2. Bon, ça va, je devrais avoir le temps. C'est bien aussi. Ouais, mais toujours. Donc, Mémoire de fille, c'est un texte qu'elle désigne comme le fruit d'un travail de recherche. Et dans Mémoire de fille, d'ailleurs, elle écrit, je cite, « Au fond, il n'y a que 2 sortes de littérature, celle qui représente et celle qui cherche. » Et dans les feuillets du manuscrit figure effectivement le terme « enquête », elle l'utilise, et elle utilise aussi l'expression « pièce du dossier ». Donc, dans les avant-textes, elle liste les pièces du dossier. Je trouve ça intéressant que ce terme nous emmène vers l'idée de l'enquête policière et suggère aussi l'idée qu'un méfait a été commis. Alors, quelles sont les pièces de ce dossier? Donc, on a des recherches menées sur Internet sur H, l'identité de celui qui apparaît sous l'initiale H. On a des éléments de contexte historique. Elle fait des recherches sur la loi qui autorise la contraception en France, photocopie d'une carte postale de l'aérium où elle a travaillé comme monitrice dans la colonie de vacances, au sujet duquel elle fait une annotation dans la marge et elle écrit d'ailleurs, je cite, « Une archive personnelle, je ne peux pas la considérer comme une archive quelconque consultée dans une bibliothèque. » Donc voilà, elle fait la part des choses entre archives personnelles et archives officielles. On a aussi dans ces pièces du dossier, dans ces avant-textes, une réflexion sur des titres possibles. On a des bouts de papier contenant des citations. On a des notes qui proviennent de son journal intime. Donc, elle utilise ses propres textes aussi comme traces, comme preuves. On a des paroles de chansons, on a des lettres, etc., etc. Donc, on voit bien que dans ce travail préliminaire, il ne s'agit pas tant de composer que plutôt d'essayer de rassembler des éléments, de balayer le sujet dont il sera question. Et donc, pour ce qui est de l'écriture proprement dite du manuscrit, c'est-à-dire ici ce qu'on appelle le processus d'endogenèse,
Je cite à nouveau Biasi, hein, qui dit que l'endogenèse désigne tout processus créatif centré sur l'activité de l'écriture elle-même. Donc, pour ce processus d'écriture, dans la chemise qui contient le dossier, le manuscrit autographe, on voit que la recherche, c'est d'abord une recherche formelle. Alors ça, on le sait puisqu'elle l'intègre dans le texte, donc ça ne nous surprend pas vraiment, mais on voit très bien différents essais, des pages qui sont écrites à la première personne, ensuite à la troisième personne véritablement, comme si elle faisait des gammes, comme si elle testait. Parfois en changeant d'un paragraphe, au sein d'un paragraphe, en changeant de pronom. Donc, en y regardant plus près, il me semble quand même qu'il est difficile d'établir une distinction vraiment stricte entre le processus de recherche antérieur à l'écriture et celui qui fait partie de l'écriture. Dans les notes préliminaires, alors qu'elle s'avance vers un style d'écriture de plus en plus fragmentaire. Ensuite, en se relisant dans la marge d'une autre couleur, elle écrit « Ici, je trouve le vrai ton ». Donc, le vrai ton, c'est ce ton, finalement, qui va peut-être à rebours du récit. Un ton qui va déconstruire, qui va un petit peu casser le récit glissant qu'on avait dans les années. Puisqu'on le sait, ayant lu Mémoire de fille, on sait que le texte final intègre de nombreux éléments qui accentuent la dimension de recherche. Donc, bon, là, je vais aller assez vite là-dessus, mais effectivement, des listes, des citations, des extraits de lettres, des parenthèses, des métacommentaires qui ne sont plus des apartés dans certains des textes antérieurs. Pas tous les métacommentaires, mais certains étaient mis entre parenthèses. Oui, ou en note de bas de page. Et c'est vrai qu'avec Mémoire de fille, c'est frappant, c'est complètement intégré au texte. En fait, c'est le texte. C'est le texte. C'est même pas que c'est à côté du texte ou intégré, c'est le texte, véritablement. Donc, il me semble que là aussi, c'est un positionnement assez net, assez catégorique, assez subversif vis-à-vis de l'idée de littérature, de récit et de narration. Donc, on a une écriture qui ne cherche pas à lisser ou à dissimuler le processus de recherche qui est visible dans les manuscrits, mais on a véritablement une écriture qu'on pourrait appeler une écriture de la notation. Donc, de manière de plus en plus prononcée, il me semble, ce travail d'exogenèse est intégré dans les œuvres jusqu'à véritablement devenir un aspect clé et jusqu'à remettre en question l'idée et la notion de brouillon, de notes, d'annotation, qui se trouve plus opposée au texte. Donc oui, voilà, c'est sur ça que je voulais insister, le fait que cette dimension fragmentaire est le fruit d'un travail de recherche, c'est un élément qui est conscient, qui est voulu. Je voulais toutefois quand même noter quelques évolutions entre le travail préliminaire qu'on voit se déployer dans le manuscrit et le livre publié auquel on a accès, Mémoire de fille, parce que là, j'ai peut-être laissé croire qu'elle publie ses brouillons. Non, ce n'est pas le cas. Non. Hein. On a d'abord un véritable travail qui va dans le sens de la condensation, de la réduction. Donc là, on peut parler d'une endogenèse soustractive qui procède par réduction. On a la prise en compte de l'identité de personnes réelles, donc avec tout un système d'initiales, etc., pour préserver l'anonymat de certaines personnes, alors que ce n'est pas forcément le cas dans le manuscrit. Autre glissement intéressant, et ça a déjà été remarqué par Françoise Simonet-Tenant et Véronique Montémont, qui ont remarqué, et je l'ai remarqué également pour Mémoire de fille, que les ressources, on va dire lettrées, l'intertextualité dans le manuscrit est beaucoup plus littéraire que dans le texte publié. Et là, je me demande aussi si ça aussi ne participe pas d'un désir de pulvérisation, pour reprendre ce terme, de la grande littérature. Même si, finalement, la dimension expérimentale donne un aspect littéraire. Hein. Tu parlais de chichi d'écrivain. Donc, pulvérisation de la littérature, mais en même temps, dans un sens assez... ce que tu disais, de littérarité. C'est ça, de littérarité, d'expérimentation formelle. La dimension de recherche, donc, qui est voulue par Annie Ernaux,
Dans le cas de Mémoire de fille, j'ai trouvé ça intéressant de remarquer qu'elle a été amenuisée par le travail de l'éditeur. Donc, le dossier de Mémoire de fille contient la version qui a été donnée à l'éditeur avec les commentaires de l'éditeur et la manière dont Annie Ernaux y a répondu. Donc là, on voit bien les différentes étapes. Et c'est intéressant de voir que l'éditeur a recommandé de supprimer les notes de bas de page. Et effectivement, elles ont été supprimées. Il y avait aussi des passages entre crochets. Ils ont été supprimés. Ils ont été remplacés par des parenthèses. Donc, j'ai trouvé ça intéressant de voir que l'éditeur a cherché à rendre le texte plus conforme aux critères et au format d'un récit traditionnel. Autre élément intéressant, alors ça c'est pour l'autre fille, mais je voulais quand même le mentionner brièvement, on a une version quasiment finie du texte qui a été relue et annotée par Marc Marie, donc avec des commentaires, des suggestions, dont Annie Ernaux a tenu compte ou pas d'ailleurs. Hein. Mais en tout cas, ça contredit le fait, hein, souvent on entend le fait qu'elle ne montre ses manuscrits, ses textes à personne. Il me semble que pas tout à fait le cas et on voit en fait une prise en compte, consciente ou pas, mais du lectorat ou d'une publication, en tout cas voilà, du fait que le texte va être publié. J'ai aussi trouvé ça intéressant de remarquer que dans les textes préliminaires, que ce soit l'autre fille ou Mémoire de fille, on a quand même certaines références au rêve, à la psychanalyse, des interprétations psychanalytiques, des citations de Freud qui ont disparu. Et la même citation de Freud revient dans les deux manuscrits, l'autre fille, Mémoire de fille, et il ne me semble pas qu'elle apparaît dans les textes. Hein. Rien n'est jamais vécu en vain, rien sauf la mort. Cette citation apparaît dans les deux manuscrits et ensuite on ne la revoit pas. Donc voilà, on voit quand même comment le passage des manuscrits au texte est influencé par la présence d'autrui, par la voix, le regard d'autrui et cette conscience que le texte sera lu. Dans la phase B, et là j'arrive à ma conclusion, dans la phase B des manuscrits consultés, donc comme je vous le disais, il y a de nombreux documents, dont des travaux de chercheurs, etc., qui créent finalement des mises en abîme de la création et du dialogue avec la création. Et dans les feuillets utilisés, il y a notamment les épreuves d'un entretien avec Françoise Simonet-Tenant, dans lequel elle discute de critique génétique. Et Annie Ernaux exprime ce qu'elle en pense. Elle dit « Débrouillons. Je pense tout simplement qu'ils font voir des choses que moi, je ne voyais pas. Je ne vois pas pourquoi je garderais secrète quelque chose qui peut faire avancer la connaissance. Pas seulement la connaissance me concernant, mais de manière plus générale, la connaissance de la création littéraire. Donc c'est là, il me semble, une possibilité de travail que j'ai à peine effleurée, mais qui me semble reste largement à explorer et qui pourrait faire vraiment une piste assez riche pour le travail sur l'œuvre. Voilà.